Sophie qui est là va vous parler de ce que c'est que l'Université Foraine, parce que quand on a cherché un lieu thérapie sociale pour cette rencontre avec les 39, on s'est dit qu'il fallait que ce soit dans la ville. On l'a déjà fait d'ailleurs, on avait fait venir Guy Dana il y a 2 ans, je crois, à un moment où il sortait son bouquin. Mais on l'a fait au centre socio-culturel de l'hôpital Psy. Alors c'était bien, c'était déjà un peu intéressant, mais c'était pas encore assez dans la ville, dans la cité, et donc c'est pour ça que l'Université Foraine, ça nous a paru intéressant. Là, on est quand même au cœur de la ville de Rennes, dans un bâtiment historique. Alors, Sophie va vous développer tout à l'heure, enfin vous dire en quelques mots, on va passer la soirée là-dessus, mais l'Université Foraine. Thérapie et vie sociale, c'est une association qui a été créée en 1977 par une bande de professionnels de l'hôpital psychiatrique suite à un stage qu'ils avaient fait. Alors c'était avec Racine, je ne sais plus où, le Racine. C'était où, j'en ai plus, le stage à la Ah d'accord. Et donc après le stage, ils avaient décidé de continuer à se rencontrer et à échanger, puisque bien entendu ce qu'ils avaient vécu pendant le stage et l'état de la psychiatrie à l'hôpital psychiatrique de Rennes à cette époque-là, il y avait vraiment un grand écart important, et donc pour ne pas déprimer, après avoir fait ce stage qui était très revivifiant, ils ont décidé de continuer à se voir ensemble, et ça a donné notamment donc, la création de cette association Thérapie et Vie Sociale. Comme vous voyez dans le titre, l'annonce un peu du thème de cette association. Cette association, elle est affiliée au CBA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, dont Dominique pourra vous parler aussi plus amplement si vous le souhaitez. C'est en fait dans les CBA, c'est une association d'éducation, enfin qui parle beaucoup et qui se préoccupe d'éducation en général, une association en 1937 je crois. Oui, la création. La création de 1937. C'est plus vieux, 50 ans de plus, 40 ans de plus que thérapie sociale. Mais dans les CMA, il y a une particularité par rapport aux autres associations du même registre, c'est que les CMA se sont rapprochés de la psychiatrie dans les années 50, par le rapprochement entre des psychiatres et des instituts, des profs, des enseignants, et qu'il y a eu un transfert intéressant des méthodes d'éducation active, transposées et transformées dans l'asile de l'époque, des années 50, à l'époque où les infirmiers n'étaient pas formés comme ils le sont maintenant dans les universités et tout ça. À l'époque, c'était beaucoup des gens qui avaient une formation autre, qui étaient de terrain, etc. Bref, Thérapie Vie Sociale, je reviens là-dessus, est une association donc, qui s'était un peu élargie. Maintenant, il n'y a pas que des professionnels à y participer, il y a des citoyens intéressés par nos débats. On se réunit une fois par mois à peu près. Sauf l'été, pour discuter, débattre de questions de santé mentale, comme on dit maintenant. Voilà, donc on s'engueule. Des fois on s'engueule. Et des fois on s'engueule. On regarde des vidéos, on débat, on fait venir des gens, on débat avec eux, enfin voilà, et on s'engueule. Et donc, on s'est dit... il y a eu l'année dernière les assises nationales de l'hospitalité dans la psychiatrie et dans le médico-social, organisées à Paris avec Juif, conjointement par les CMA et le collectif des 39. Donc on y a participé. Et suite à ça, on s'est dit il faut vraiment qu'à Rennes, on parle de ça, parce qu'à Rennes, voilà, il n'y a pas trop... Après notre expérience avec Guy Dana, ça n'a pas débouché sur d'autres rencontres sur ces thématiques-là. Voilà. Enchantée, je suis très heureuse de vous accueillir. Je vous dis juste 2 mots sur l'Université Foraine parce que ça me semble juste important. Donc ici on est dans une ancienne faculté des sciences, le bâtiment Pasteur, qui a accueilli aussi l'Université de médecine, qui a fait une partie de l'horticulture et qui a accueilli surtout la faculté de dentaire. Il se trouve qu'aujourd'hui il reste juste le centre de soins dentaires qui dépend du CHU au rez-de-chaussée et que les locaux ont été désaffectés il y a une dizaine d'années. Donc ça fait 10 ans que le reste du bâtiment, les 3 étages, sont complètement vides. Il se trouve que l'Université Foraine, c'est un projet qui est arrivé il y a 1 année à Rennes, qui est à l'instigation d'un architecte qui s'appelle Patrick Bouchin, qui est un petit peu atypique, qui est surtout spécialisé pour la reconversion de friches industrielles en lieu plutôt dédié à la culture. Je ne sais pas si vous connaissez le lieu unique à Nantes ou les machines de Lille, voilà, pour faire écho. Il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, il est passé à la reconversion du logement social, enfin pas la reconversion, mais
comment dénormer le logement social pour le rendre plus humain, on va dire, et plus appropriable par ses habitants. Et aujourd'hui, il veut œuvrer pour ce qu'il appelle l'université foraine. L'université foraine, c'est quoi? Il se trouve que l'ancien maire de la ville de Rennes avait une problématique dans sa ville qui était de dire, voilà, j'ai beaucoup de bâtiments qui sont on va dire, classés patrimoine aujourd'hui, qui sont désaffectés ou en tout cas inutilisés. Une remise aux normes classiques me coûte bien trop cher pour la collectivité, malheureusement, parce qu'aujourd'hui on sait que les projets architecturaux sur du patrimoine sont complètement soumis aux normes qui sont draconiennes. Comment faire pour trouver un projet où on pourrait le réoccuper petit à petit en fonction des besoins d'une population et le redonner concrètement aux habitants de Rennes? Parce que c'est un bâtiment en plein centre-ville qui soigne encore aujourd'hui, donc ça c'est assez fantastique puisque c'est des étudiants en fac dentaire qui continuent de soigner une population qui n'a plus la chance d'habiter en centre-ville à cause d'une gentrification des centres-villes, du coup qui accueille comme ça un service encore en plein centre à l'heure où aujourd'hui les centres-villes n'accueillent plus du tout de service. Je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus, c'est quand même très compliqué, les centres-villes se paupérisent complètement. Et du coup, comment retrouver une fonction vraiment citoyenne à ce bâtiment-là, démocratique, où justement tout le monde puisse y trouver sa place à un moment donné. Et il se trouve qu'on a, pour se faire rencontrer, mis en place pendant un an une série de rencontres publiques sur des thématiques très très différentes qui sont le soin, les plaisirs et les malheurs du corps, les arts politiques, la mémoire des lieux, des hommes et des plantes, pour rencontrer des disciplines très très différentes, des citoyens très différents qui portaient des sujets aussi différents. Et comment reconnecter tous ces sujets ensemble? Il se trouve que tous les citoyens qu'on a rencontrés se sont retrouvés autour d'un sujet qui était la santé, mais la santé au sens très très large. La santé au sens prendre soin. On n'est pas là pour faire du soin ambulatoire, on n'a pas les compétences, mais pour dire il y a un bâtiment qui peut être ouvert pour tout le monde. Et dans la santé, s'il y a échange, ça fait santé aussi. Donc qu'est-ce qui peut faire santé aujourd'hui dans notre société? Et du coup, c'est pour ça que je suis très heureuse de vous accueillir, parce que je trouve que cette rencontre fait complètement écho aussi à la philosophie des futures occupations de ce lieu-là. Et je trouve que ça retraduit bien la mémoire d'une ancienne faculté, qui était destinée à la faculté des sciences et puis dentaires. Comment ne pas en refaire forcément un musée qui encore plomberait les choses, mais plutôt le réouvrir à tous, de façon aussi, quelque part, presque gratuite, mais chacun doit mettre la main à la pâte aussi dans ce bâtiment-là et prendre en main. On travaille aussi sur la notion de responsabilisation qui est très importante. Mais en tout cas, c'est de retrouver un lieu ouvert qui fait soin dans la ville, quelque part. Voilà. Donc, centre d'entraînement méthode d'éducation active. Donc, un mouvement de recherche pédagogique sur les questions d'éducation, né en 1937. Je vous la fais brève. Il y a un site aussi, donc pour aller voir pour des références. Né en 1937, sur l'objet de former les moniteurs de colonies de vacances. Enfin, les personnes qui allaient devenir ce qu'on a appelé les moniteurs de colonies de vacances. C'est né comme ça. Puis au sortir de la guerre, après l'occupation allemande et la Deuxième Guerre mondiale, comment dire, l'équipe nationale permanente des CMA à l'époque qui existait, le siège était à Paris, mais il n'y avait que cette entité-là, quelques personnes. Le hasard de rencontre a fait que Georges Daumaison, qui était psychiatre à Fleury-les-Aubrais, a rencontré une des responsables de l'équipe permanente des CMA de l'époque, comme ça, par une circonstance de hasard d'entrevue comme ça entre personnes, et Daumaison connaissait un peu les travaux qui se faisaient sur les recherches en pédagogie, c'était le début de choses un peu nouvelles, donc le microcosme était petit, ça allait vite. Et Daumaison a eu cette idée un peu folle, dans l'après-coup, on a mesuré ça, mais sur le moment, de dire à cette personne, puisque les CMA, vous faites de la formation pour les gens qui s'occupent d'enfants en vacances, est-ce que vous pourriez imaginer de la formation pour les personnels qui s'occupent de malades dans l'hôpital? Bon, c'est un peu né comme ça, donc c'était une gageure, c'était un challenge. Les collègues de l'époque qui faisaient partie de l'équipe nationale n'étaient pas du tout du milieu médical ni psychiatrique, donc n'y connaissaient rien, on peut dire ça comme ça. Et donc, mais ils ont relevé le défi parce que ça leur semblait complètement un peu étonnant, un peu fou, complètement à côté de ce qu'ils faisaient, mais en même temps, de par les options que Daumaison avait laissé entendre de ce qu'il souhaitait, comment dire, la question de la prise en compte des personnes, la question du respect de la dignité humaine, enfin plein de choses comme ça, faisait que ça croisait quand même un bon nombre de questions que les CMA de l'époque ont relevées. Et donc pour s'imprégner de la vie à l'hôpital, puisqu'ils n'y connaissaient pas grand-chose, le noyau dur qui a fait partie de la première équipe, qui a fait le premier stage, est allé s'immerger pendant quelques semaines à l'hôpital de Fleury-les-Aubrais pour comprendre de l'intérieur comment ça fonctionnait. Et puis donc, 1949, donc, le premier stage a été mis en place pour, disons, des personnels qui allaient devenir les infirmiers psychiatriques par après.
Et donc là, je m'arrête juste là-dessus pour dire que l'histoire des CMA avec la psychiatrie, elle date de cette époque. Donc on a été la première association à inventer le premier stage pour des personnels soignants qui n'étaient pas des médecins, ce qui allait devenir après des infirmiers psy. Et les CMA ont été aussi, dans les années 50-60, le lieu, disons, un des lieux d'élaboration de la psychiatrie de secteur, des formations du diplôme infirmier psy, etc. Et juste pour m'arrêter sur la présentation des CMA, l'élément essentiel du premier stage et des quelques autres qui ont suivi, c'est que tout à coup, rassembler des personnels qui étaient plutôt considérés comme des gardiens de fou, sur des approches un peu de prise en compte de c'est quoi la considération qu'on a pour les patients, c'est quoi la relation soignante, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire du temps qui passe, etc. A évidemment, bien évidemment, libéré la parole, libéré les paroles. Les gens se sont mis à réfléchir. Enfin, vous avez sûrement fait des stages, comme un peu tout le monde aujourd'hui, enfin, à plein d'endroits. Et quand les stages sont bien faits au sens d'être des lieux d'élaboration, de pensée, de formation qui associent les gens, ça libère les prises de position personnelles, ça construit une pensée collective. Et de fait, ça a eu cet effet très important, tout à coup, de faire apparaître que les infirmiers, enfin ceux qui allaient devenir les infirmiers par après, disons, ont vite revendiqué aussi une position soignante au sens thérapeutique. Donc c'est ce qui a fait débat aussi dans les années 50-60 justement avec des psychiatres, parce que là il y a eu des débats forts, certains n'étaient pas d'accord pour entendre que les infirmiers puissent avoir une position thérapeutique, etc. Donc ça a fait débat. Donc tout ça pour dire que les CMA existent toujours en 2014, le secteur de la psychiatrique avec les formations existe toujours également. Et donc, voilà, moi j'ai eu cette chance en Bretagne au départ, parce que je suis breton, donc j'ai bien connu Dominique aujourd'hui, qui est Geneviève et d'autres ici, à une certaine époque. Et puis donc j'ai intégré l'équipe permanente des CMA de Bretagne, j'ai dirigé les CMA de Bretagne pendant quelques années, et j'ai terminé ma carrière à la direction nationale des CMA, donc en charge du secteur de la psychiatrie entre autres. Donc voilà, donc quand les 39 sont nés, et bien tout de suite, on m'a embarqué dans l'aventure avec Pierre et d'autres, voilà. Donc on peut peut-être dire quelques mots sur les 39, sur la naissance. Oui. Annie-Claire, tu as parlé maintenant? Moi je peux juste dire, oui, 2 mots sur le début des 39, à savoir... Vous entendez bien? Que ça, sinon tu te mets je vais debout, parler là. plus fort. Si tu es debout, sinon pour que tu tournes le dos, c'est ça. Ah. Tiens, il y a une place là. Non, je vais rester debout parce que je ne vais pas parler longtemps. Donc, le début des 39, ça a été une réaction surtout professionnelle au départ, par rapport au discours de M. Sarkozy qui a fait l'amalgame entre dangerosité et troubles psychiques. Donc, il y a eu tout un mouvement de rébellion, on va dire, et les 39 sont nés comme ça. Donc, je sais pas, vous avez peut-être quelque chose à ajouter, non, par rapport à... Non. Et puis après, moi j'ai intégré les 39, j'ai d'abord écouté au niveau des meetings ce qui se disait, les idées et tous les thèmes qui étaient abordés me convenaient et correspondaient à ce que je pense. Donc j'ai continué à travailler avec eux et maintenant il y a un groupe qui est né justement des journées de l'année dernière sur les assises, qui s'appelle le fil conducteur, et dans ce groupe il y a des parents, enfin des familles, des patients et des soignants qui réfléchissent à ce que pourrait devenir la psychiatrie, enfin comment refonder une psychiatrie maintenant. Voilà. La psychiatrie publique, on l'a dit, polyvalente. C'est-à-dire, on est dans la lignée, comme vous l'entendez, à la fois d'une recherche sur les formations, sur les différentes théories, l'université, la faculté de médecine, mais aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience sur l'enfermement, sur la contention, sur le fait que la loi de 1938 avait été faite très soigneusement par la société bourgeoise pour effectivement parquer les gens qui gênent.
le mandat soignant est arrivé plus tard. Là, c'était pratique. Et donc, après la guerre de 40, il s'est passé que des médecins républicains espagnols comme Toscayes, Lucien Bonafé, communiste et résistant qui a été poursuivi par Vichy et qui a toujours échappé, ils se sont retrouvés à Saint-Alban. Et là, pendant que une grande partie des patients hospitalisés dans le système asilaire classique de l'époque, pendant la guerre, pendant la famine, on a eu des décès par dénutrition et manque, je dirais, de soins d'une quarantaine de milliers de malades mentaux. D'ailleurs, les polémiques ont tout de suite surgi dans certains journaux en contestant ce fait. Mais il se trouve qu'à Saint-Alban, les médecins, le personnel, les infirmiers, la direction ont partagé ensemble le souci de survivre et dans un contexte de tout partager, ce qui fait que tout ce qui a été cultivé, acheté, alimentant l'hôpital a été équitablement réparti entre les soignants et les soignés. Il n'y a pas eu de décès ni de famille. Mais ces gens-là étaient dans l'âme, et plus que dans l'âme, dans le faire, des résistants. Des gens qui résistent à l'oppression. Par conséquent, Toscayes dans le sud-ouest, et puis Bonafé, quand il est remonté en Normandie, puis à Paris, sont des gens qui ont voulu construire une alternative à l'enfermement, c'est-à-dire on peut déconstruire l'asile, mais certainement pas le raser, c'est complètement con. On le déconstruit, au fur et à mesure qu'on le déconstruit, on fait autre chose à côté. C'est un long processus, et comme les Français sont des conservateurs astucieux, on est encore loin du compte. C'est-à-dire que nous avons plein d'hôpitaux psychiatriques qui sont encore conséquents, mais qui ont quand même disséminé sur le territoire une partie de leur potentiel. Je rappelle que les syndicats, parce que c'est quand même très politique la clinique, dans le service public, mais aussi chez certains psychiatres privés, comme le syndicat d'ailleurs des psychiatres privés qui nous hébergent à rue de Charenton à Paris, qui sont sur la même ligne que nous. À savoir, au fond, quand on transformait une structure sanitaire dans l'hôpital et qu'on la transférait à l'extérieur, soit pour faire une consultation médico-psychologique, soit pour faire un hôpital de jour, soit plus tard on a inventé les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, les ateliers et même des unités d'hospitalisation. Temps plein, comme à Armentières aujourd'hui, la plupart des secteurs n'ont plus aucun lit dans l'hôpital d'Armentières. Tout est fait en ville et dans des bâtiments soigneusement faits par des architectes, ça devrait vous plaire. Eh bien, on a découvert que quand je transfère 10 dehors, nom de Dieu, il ne reste plus que 7. Mais où c'est qu'elle s'évapore la chose? Et là, ça a créé, ça c'est le problème de la gestion. Moi, je n'ai pas de réponse, mais ce que je sais, c'est que les syndicats, ils ont eu tendance à se cramponner sur un tiens vaut mieux que 2 que tu l'auras. Et donc, ils ont tendance à rester dans l'asile, je veux dire. Mais il y en a d'autres qui se battent, bec et ongle, justement pour sortir. Donc voilà. Qu'est-ce qui fonde, finalement, la pratique de secteur? C'est-à-dire une aire de population déterminée, en gros 80 000, 70 000 pour les adultes, 210 000 pour les enfants. Cette aire de population géodémographique, comme on dit, elle est desservie par un service dont le pivot central est dehors. Donc le CMP, la consultation, le centre médico-psychologique, est le point névralgique, l'endroit où tout s'élabore, même si ce service est géré par un hôpital général, où ils n'ont pas de lit, souvent,
même s'il est géré par un hôpital psychiatrique où ils ont des lits à l'intérieur. C'est-à-dire que l'administration, elle est hospitalière. On a essayé de faire des établissements publics qui géraient plusieurs secteurs sans attache hospitalière, mon Dieu, on touche à des trucs, je ne vous dis pas. Donc aujourd'hui, on est géré soit par des HP, soit par des hôpitaux généraux ou des hôpitaux universitaires. Et donc ce dispositif, il est validé par le fait que l'unité de compte, c'est ce qu'on appelle un équivalent temps plein. C'est-à-dire, un équivalent temps plein, c'est une quantité d'hommes et de femmes, je veux dire, mais en heures, mais qui est au service d'un équivalent temps plein de patients, c'est-à-dire toute variété de pathologies. Donc on met un pour un, ça fait le soin, un pour un. Si on a autant de quantité de présence et d'heures de soignants que de quantité d'heures de patients, on est dans le thérapeutique en gros. Voilà. Donc ce sont des équipes pluridisciplinaires, forcément pluridisciplinaires, mais dans les années 50, 60, 65, on a créé une nouvelle discipline, la pédopsychiatrie, dont je suis issu. Et cette discipline s'est montrée tout de suite très polyvalente, c'est-à-dire qu'on a étoffé les équipes avec une quantité très variée d'intervenants, du social, du médico-social, des assistants sociaux, des psychothérapeutes qui sont psychologues, des éducateurs spécialisés, des orthophonistes, des psychomotriciens, bon, et des psychiatres. Et nous pensions à l'époque qu'un bon service à l'usage des patients, c'est un service où il y a une quantité importante de temps médical. Et qu'on est en train de nous faire la chanson inverse aujourd'hui. On a fait un numerus clausus complètement délirant en France, et on est dans la fonte du médical aujourd'hui. Donc nous sommes dans un problème politique. Les médecins qui étaient autrefois organisateurs, vecteurs, je dirais, social pour négocier avec l'extérieur, responsables des services, parce qu'en France, par exemple en Belgique, il y a des secteurs de psychiatrie qui sont dirigés par des psychologues cliniciens. En France, la loi dit que c'est les médecins qui doivent référer, parce qu'ils sont ordonnateurs des dépenses et prescripteurs. Moi, je ne remets pas en question tout ça, je vous raconte. Eh bien, voilà. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de vous expliquer que le processus d'implantation préalable que Bonafé a mis en place à la fin de sa carrière à Corbeil, ici, il est allé dans un hôpital général dans les années 65, il a formé le directeur, il est tombé sur un directeur remarquable qui a accepté de se former avec lui, donc il avait la partie administrative, le directeur, mais le psychiatre l'a formé. Mais ce psychiatre, il était particulier, c'est un militant communiste qui était conseiller municipal de la commune de Corbeil et qui agissait à la fois sur le terrain comme acteur politique et comme clinicien. Et l'énoncé qu'il dit, nous devons nous avancer sur la place publique et battre le tambour pour faire savoir que nous existons. Et comme on part d'un hôpital général où on n'a pas de lit à l'intérieur, nous avons connu cette époque assez étonnante qu'on voit de moins en moins, hélas, quasiment plus, c'est que beaucoup de malades, quand ils n'étaient pas trop excités, quand ils n'étaient pas apaisés, ont été soignés pendant des semaines dans les services de médecine, de pneumologie et même de chirurgie, avec l'assentiment de nos collègues. Mais cette époque révolue, on est dans le tout spécialité, on est dans toute nomenclature, on est dans les normes, on vous a dit qu'ici vous êtes illégalement, sortez immédiatement, etc., etc. Donc il y a un enjeu politique dramatique entre la norme et le sujet. Donc on arrive... D'abord, je pose une question. Est-ce que je suis un peu ou moyennement clair? Non mais je m'inquiète. Ouais, c'est comme le perroquet. Regarde. Alors, j'essaie de vous faire vivre ça. C'est-à-dire, au fond, ce temps investi, qu'est-ce qu'on en fait? Les patients, quels qu'ils soient, sont des patients
pour lesquels il est indispensable de faire un diagnostic différentiel immédiat. On n'entre pas dans une filière psychiatrique avec une erreur de diagnostic, c'est-à-dire confondre une maladie somatique, une maladie neurologique, avec une affection mentale. Maintenant, il y en a qui se recouvrent dans cette pathologie. Donc le diagnostic d'exclusion est capital, car après on sait dans quel espace on se trouve. On est dans l'espace de psychiatrie, c'est-à-dire l'espace où l'échange et la personnalité, autant du soignant que de l'évaluateur, que du psychologue ou de l'infirmier, est aussi important. C'est donc interactif, mais ce qui se passe, c'est que avec les résistants Toscaïès, qui était psychanalyste, Bonafé, qui, lui, a fait sa psychanalyste avec quelques tasses de thé avec Jacques Lacan, mais ça a marché très fort dans l'induction, si vous voulez, qu'il a introduit dans les équipes. Et il y avait dans les équipes de Bonafé, dont nous sommes issus, nous, à Corbeil. Il a commencé par un secteur de psychiatrie générale, polyvalente, et moi, quand j'ai commencé, à cette époque-là, il y avait dans les salles d'attente des malades adultes et des familles avec des enfants. Et il y avait des gens très perturbés et très violents. Ben, ça tenait le coup. Et puis peu à peu, la discipline a été créée dans le 13e arrondissement, en pédopsie, avec Diatkine, Soulet, etc. Et donc, on a séparé les deux pratiques. Donc aujourd'hui, on se trouve avec un intersecteur, autrefois qui est appelé comme ça, de 210 000 habitants, avec sur son terrain 2 ou 3 secteurs d'adultes, en général 2 ou 3. Aujourd'hui, le manque de moyens nous a amenés dans la région du nord-est de l'Essonne, où l'hôpital de Corbeil, qui est devenu un grand hôpital énorme de 4000 employés, c'est le plus gros employeur du département, on a, nous, un secteur de pédopsie pour 450 000 habitants. C'est donc dément. Le manque de moyens nous oblige à travailler autrement. Autrefois, moi, quand j'ai démarré, je faisais des psychothérapies à 3 séances par semaine. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc on a inventé d'autres manières de travailler, ça s'est diversifié, etc. Les 39 naissent justement de la création de la psychothérapie institutionnelle, dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, et qui est une discipline qui marche à l'origine sur 2 jambes. 2 jambes, une, elle doit être à gauche, la politique, et une à droite, la psychanalyse. C'est-à-dire que nous disons très clairement qu'on ne fait pas une pratique de psychiatrie publique, en tous les cas c'est le choix que nous avons fait, sans avoir la conscience de ce qui nous environne et des conséquences politiques et du rapport à l'autorité, mais aux gestionnaires, mais aux communaux. Donc, une vraie psychiatrie de secteur, c'est une psychiatrie qui s'implante au préalable, par petits bouts, puis après qui se développe et qui installe tout en communauté. Et même quand on a créé des entreprises pour les patients adultes, des entreprises d'insertion, elles ont été faites en liaison avec le partenariat communal et elles sont en pleine ville. Même mieux, à Armentières, par exemple, ils ont même créé des espaces d'exposition artistique. Je ne vais pas parler de l'art, mais je vais oublier plein de choses. Posez vos questions, ça viendra. Et donc, des lieux d'exposition où les patients, l'art brut ici est attaqué, car l'art brut, c'est l'art des patients, vendu comme tel ou regardé comme tel. Là, ce sont les productions artistiques des patients et des artistes du lieu qui sont ensemble. Il n'y a pas de différence. Voilà. Je suis essoufflé. Essoufflé. Ouais, presque. Non, mais ce que dit Pierre, c'est pour illustrer un peu de l'affiliation, enfin les 39, et quand il parle des 2 jambes, c'est pour faire référence à Auré aussi, c'est la double aliénation. Enfin, c'est aliénation mentale et aliénation sociale. Parce que c'est vrai que, je veux dire, la perception, c'est-à-dire dès qu'on est touché d'une souffrance mentale forte, psychotique pour le coup, on est
on est dans une position de perdre sa relation au monde, aux autres également. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement touché dans l'interne, on est aussi touché dans ses relations sociales, dans son rapport aux autres professionnels ou de citoyens, etc. Donc de fait, c'est là où la question du politique n'est pas à exclure, et effectivement le collectif des 39 s'est positionné d'emblée sur ce champ-là, puisque en réaction, comme Annick le disait tout à l'heure, en réaction au discours de Sarkozy à l'hôpital d'Antony, qui fait de l'amalgame tout de suite entre folie et dangerosité, tout à coup, le corollaire de ça, ou ce qui est en arrière-plan de tout ça, c'est que tout est de la faute, ou tout est dans l'individu, rien n'est dans le socius, quoi. Et c'est ce qui pose une étonnante question et qui remet en question, quand Pierre fait le détour par Saint-Alban, l'après-guerre, etc. des années 50. On a une histoire. On a une histoire, on a une filiation dans la psychiatrie publique qui fait qu'aujourd'hui, on peut pas, c'est pas pour dénier les avancées du côté des neurosciences ou des recherches qui se font sur ce terrain-là, mais qu'en même temps, on ne peut pas réduire les pathologies mentales uniquement à des histoires de neurones, de cerveau, de danger, etc. Puisqu'on a une histoire, des acquis, une expérience. Et tout à coup, quand Sarkozy dit des choses et débloque des moyens après pour sécuriser les hôpitaux, parce qu'on a vu dans les mois qui ont suivi, quand même, tout à coup, une flambée de... Il n'a pas dit des choses. Il a dit, oui, il a dit le schizophrène est dangereux. Voilà, le schizophrène est dangereux. Parce que c'était un des slogans des 39. C'était un des slogans des 39 qu'on a repris dans les premiers meetings. On a défilé dans Paris en disant qu'on était tous des schizophrènes dangereux. On s'était fait des petites C'était des moments très très chauds, très 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 chaleureux. C'est vraiment là où les gens ont commencé à se rencontrer entre équipes pluridisciplinaires, élus et puis familles. Et puis les patients sont arrivés aussi. Alors, ce que je veux vous dire, c'est la psychothérapie institutionnelle. Elle fonctionne, quelques mots, juste pour vous dire ça. Le soignant, le soigné et l'institution se soignent ensemble. Donc, ça crée dans l'espace en question une espèce de traitement intergroupe et qui a pour but, au fond, on va dire une chose. Par exemple, dans un groupe de travail, eh bien, un patient pose question, mais il y a un des soignants ou un groupe de soignants qui se mettent à dysfonctionner, à s'interroger sur ses comportements. Là, on se rend compte que le groupe a adopté la pathologie du patient et que de ce fait, ils vont commencer à la traiter, mais pas sur son dos, mais avec lui. Parce qu'ils vont réaliser pourquoi ce phénomène les a transformés ou modifiés dans leur fonctionnement. Donc ça nous amène forcément au fait qu'il y a des parties qui sont cachées dans nos fonctionnements. C'est ce qu'on appelle l'inconscient. Et que l'inconscient est vraiment une partie très active. Et donc, alors aujourd'hui, on se trouve dans un univers caricatural, hyper médiatisé, où tout est enflé et rien ne peut être parlé tranquillement. Ce qui fait que les neurosciences, qui font faire un bond à la psychiatrie, à mon avis très intéressant, vont aboutir, dans la recherche de fric, à annuler la nécessité d'avoir une relation privative du sujet pour lui-même en temps et en heure. Donc les heures, je dirais, d'inconscient, ça vaut tripette en face des heures de neurones. Je vous fais des descriptions au carré. Donc les choix que vous ferez en tant que citoyen sont extrêmement importants. Quel type de civilisation vous voulez? Le docteur Delépine, ça parle pour tout le monde. Elle a une unité d'oncologie pédiatrique à Garches, qui est une unité qui fonctionne d'une manière tout à fait, depuis plus de 30 ans, très académique, c'est-à-dire qu'elle traite les tumeurs solides, cancéreuses de l'enfant, enfant par enfant, avec un protocole qui n'est que personnalisé et qui tient aucun compte des protocoles internationaux que les laboratoires et les grands services imposent. Autrement dit, elle a des résultats extraordinaires,
elle ne coûte pas cher, mais elle est persécutée par ses collègues parce qu'elle gêne. Et donc aujourd'hui, je vais envoyer une lettre à Manuel Valls, maire d'Évry, que je connais évidemment bien. Comme on fait des interventions médiatiques partout, et on va aller à la radio, comme les 39 savent faire, pour sauver ce service. Parce que si ce service, vous savez comment il coule le service, les autres de la PHP? Ben c'est simple. Ils disent aux jeunes praticiens intéressés, viens chez moi, j'ai une place pour toi. Là-bas, ça va fermer. Bon, donc les gens, ils décrochent. Et donc, elle ne peut pas transmettre toute sa science et son savoir-faire. Donc, j'ai dit que ce service est encerclé, asphyxié, et il va mourir. Le directeur général de la PHP ne lui répond pas, Marisol Touraine ne répond pas, et donc je pense que Manuel Valls, qui a l'air d'être un activiste forcené, eh ben on va lui demander ce qu'il fait. On va voir s'il réveille ces gens. Il y a un enjeu, parce que c'est comme pour la psychiatrie, hein. C'est-à-dire, si vous faites un pôle de psychiatrie avec, par exemple, une machine à sous, telle que, je dis ça comme ça pour provoquer, mais une machine à sous telle que la sismothérapie, hein, l'électroconvulsothérapie, ou le magnétique transcrânien pour soigner les mélancoliques graves, hein, ou les bipolaires déséquilibrés, ça devient une machine à sous, c'est-à-dire qu'on fait des séances qui sont très bien rémunérées par la Sécu, mais on ne cause pas, on ne dit rien. Alors, après 10 chocs, mais moi j'ai vu des malades qui font très bien, mais on n'a pas réglé le fond. C'est-à-dire, comment... Moi j'ai vu en expertise des tas de gens qui sont des mélancoliques, en psychanalyse, en soins chimiques, ou avec convulsiothérapie, et qui ont leur profession. J'ai même vu des magistrats, des gens comme ça, qui font leur boulot, et ils ont des phases d'arrêt de décompensation, mais tout ça c'est parlé, et donc ils ont une vie. Ils ne sont pas reclus. Je suis contre la réclusion. Bon. Alors, mais ça se paye, hein, parce que ça demande des efforts qu'on ne reconnaît plus aujourd'hui. Moi, avec toute l'expérience que j'ai été viré par mon directeur. Je suis trop cher. Je coûtais une journée par semaine, je coûtais 740 € net par mois. Vous voyez? Et il m'a viré pour faire un exemple. Ceux qui ouvrent leur gueule, il faut les fermer. Donc, à 73 ans, moi je m'en fous. Ça va vexer. Mais il aura un chien de ma chienne. C'est de la politique. Mais pas en direct, vous comprenez? Il faut savoir jouer au billard aussi, au Parlement. Alors, donc les 39, eh ben, ils ont un truc très particulier. Ils se réunissent tous les mois au 141 rue de Charenton. On est toujours 60, on n'est pas 39. Hein, et il y a des tas de gens qui sont venus réfléchir avec nous. Ça tourne, il y a des gens qui entrent, il y a même des gens qui travaillent dans les médias, qui nous suivent régulièrement. Il y en a même un qui s'est formé pendant 1 an et qui a dit jamais je n'ai eu une formation pareille sur ce sujet si difficile. Voilà. Je ne vous fais pas rêver, je vous raconte la vérité, la mienne. Donc, attention. Toute parole est bonne à prendre, mais avec circonspection aussi. Alors le parler, voilà, le parler vrai, le mensonge, c'est humain, hein, tout ça c'est comme ça. Mais moi je vais vous dire un exemple en pédopsychiatrie, là, avec un de mes collègues qui m'a succédé dans le service, parce que moi ce que j'ai fait, pour vous raconter, je ne m'accroche pas au pouvoir, j'en ai rien à foutre. Moi ce qui m'intéressait c'était être chef de service, de monter une expérience, de la faire vivre, et de booster tous mes collègues pour qu'ils travaillent en inventant. Ça a marché, mais après, comment on s'en sort avec un adolescent qui prétend, ou qui dit, ou qui est dit délirer, ou avoir des voix, ou des choses comme ça? Eh bien, on ne se jette pas dessus. On ne se jette pas sur des symptômes. On lui offre un espace de parole. C'est comme la pêche à la truite, à la mouche. Tu jettes, si ça mord, tu le fais venir, tu le laisses repartir. Voilà, on crée un espace de confiance. Après, s'il y a besoin d'une aide chimique, ça peut se faire, mais dans un contexte de parler de soi. Et d'ailleurs, moi j'ai vu un essai comme ça, où on se disait, il est bon pour les neuroleptiques celui-là. Et alors mon collègue, il a manœuvré remarquablement bien.
le gosse, il s'est mis à déblatérer, mais vraiment à fond, pour révéler les secrets de famille que personne ne lui avait dit. Et ça lui a fait un bien fou. Et aujourd'hui, il est toujours en relation avec ce thérapeute, hein, mais il n'a toujours pas ses gouttes. Voilà. Et je crois que c'est très bon. Parce que on sort de la psychiatrie comme on y entre. N'oubliez jamais ça. Quand vous rentrez dans un état de violence, comme c'est partout, après moi, la pédopsie, là, les 700 euros, c'est en adulte que je les ai touchés. Parce que j'ai pris un travail en service d'adulte. Dans l'ambiance Bonafède, pour moi, je suis polyvalent. Je suis aussi bon en clinique privée, hein, où j'ai été, d'ailleurs à Saint-Martin, j'ai pris un pied d'acier. Et en pédopsie, pareil, et en adulte. Voilà. Et en plus, je travaillais aux urgences de mon hôpital, c'est-à-dire 3, comme j'habite à côté, 3 nuits à 4 nuits par mois au travail. Puis demain, je vais dormir, hein, je peux. Et bien, je peux vous dire que quand vous prenez du temps, vous restez pendant, je pense, 1 heure, 2 heures, une grande disponibilité avec les gens qui arrivent amenés par les pompiers, maîtrisés par les gendarmes, menottés, vous faites tomber la pression. Il n'y a même pas besoin de se jeter dessus avec des médocs. Il n'y a que des états d'excitation très violents, où il y en a un qui a acheté un extincteur sur la tête de l'urgentiste, il a fallu l'opérer. Celui-là, on est obligé de le maîtriser, de le piquer, de le mettre en isolement, parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Mais si vous avez ce temps de parler avec les gens, c'est extraordinaire la suite après. Même dans l'hospitalisation, ça se passe autrement. C'est pas idéal ce que je vous raconte, c'est du boulot. Il ne faut pas avoir peur, c'est sûr. Enfin, si j'ai choisi ce métier. Comme dans une thérapie, psychothérapie institutionnelle, mais c'est pas reconnu, c'est pas financé, mais ça marche. On est ensemble dans une invention et dans un partage. C'est ça qui est intéressant de rejoindre votre université ici. Ça me plaît beaucoup. Voilà.